On va laisser la parole au professeur Mertès du CHU de Strasbourg pour défendre la RAC, pour le patient à haut risque cardiovasculaire. Pour les auditeurs qui sont derrière, il reste quelques places isolées devant, si vous voulez. C'est le moment encore de bouger. De chaque côté, il y a un peu des places isolées. Venez par ici. Parce qu'il fait très chaud. Bien, donc merci évidemment aux organisateurs de me permettre de venir défendre la RAC chez le patient à haut risque cardiovasculaire. Donc évidemment, au départ, je pensais passer en premier. J'avais prévu de remettre une fleur à ma contradictrice. Et là, en fait, j'aurais dû mettre un protège-dents parce que ça a été assez sévère. Hein. Bon. Alors, évidemment, je vais, moi, faire preuve d'honnêteté. Et je vais dire que j'ai des conflits d'intérêts qui n'ont pas été signalés par ma contradictrice. Pourtant, elle était dans le même groupe de travail que moi. Je ne sais pas. Sans doute que, là encore, j'ai une mauvaise vue de la réalité. Alors, je voulais vous poser quelques questions. On peut répondre à main levée, si vous voulez. Est-ce que vous mettez en œuvre un programme de RAC, quel qu'il soit, dans votre exercice professionnel ? Oui, donc je vais avoir des partisans peut-être, hein, ça va être plus simple. Et à votre avis, est-ce que la RAC est contre-indiquée chez le patient à haut risque cardiovasculaire ? Alors, si vous pensez que c'est contre-indiqué, vous levez la main ? Ah oui. Bon, alors je pars avec un net avantage. Je suis désolé. Finalement, cette situation devient assez confortable. Alors évidemment, puisqu'on a mis les recommandations européennes très en avant, notre problème, il est un petit peu résumé par ce chapitre. On voit très très bien que l'enjeu dans notre prise en charge des patients, c'est de gérer leur comorbidité, leur risque hémorragique, etc. Donc, mais pour moi, la RAC, ça n'est pas, chez le patient au risque cardiovasculaire, hein, ça n'est pas seulement éviter d'avoir des problèmes cardiovasculaires. La RAC, pour moi, c'est lui permettre de tirer le meilleur profit possible de l'intervention. Alors évidemment, je vais me placer dans l'idée que l'intervention est utile et qu'évidemment, la cardiopathie n'est pas curable ou alors elle est équilibrée, mais à haut risque. Parce que sinon, on est dans une situation un tout petit peu différente. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que les malades soient bien pris en charge. Et alors, quand on a toujours la même histoire, c'est comment j'apprécie le haut risque. Alors, on a effectivement des tas d'indicateurs que vous pouvez calculer pour savoir dans quelle tranche de risque vous êtes. Alors, nous, on s'amuse toujours à faire l'Euroscore, etc. Mais c'est pour les publications parce qu'en réalité, ça ne va pas me changer réellement la vie. Mais effectivement, ces risques permettent de situer un petit peu les choses. Et effectivement, on a un autre point d'entrée, c'est qu'a priori, les patients à haut risque cardiovasculaire, quand ils ne sont pas dans l'Est de la France, sont généralement âgés. Chez nous, on les fait très très tôt parce qu'on a de la choucroute et 2-3 petites choses comme ça, très élégantes, très, très bonnes. Je vous invite à venir en décembre pour nous visiter. Vous verrez qu'on sait boucher les coronaires. Toujours est-il que là, effectivement, on a tout un pan très particulier qui est j'ai un risque cardiovasculaire, je suis un malade fragile, je suis un malade âgé. Alors évidemment, pour moi, permettre à ces gens de bénéficier d'une intervention chirurgicale correctrice d'une pathologie pour qu'ils en tirent le meilleur bénéfice est un enjeu tout à fait considérable. Et effectivement, c'est assez facile de repérer les malades fragiles avec un grip test, par exemple. C'est relativement simple à faire. Alors évidemment, on est assez bousculé dans notre activité d'anesthésie et réanimation. Mais là aussi, il y a une autre dimension, et je m'insurge contre le fait de croire que c'est le problème de l'anesthésie. C'est un travail d'équipe. Et effectivement, si je commence à considérer un programme de RAC au moment où je vois le patient
à la consultation d'anesthésie, là, il y a un vrai problème. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à travailler avec les chirurgiens, les kinésithérapeutes, les cardiologues, les internistes, etc., et d'intégrer le parcours du patient dans quelque chose d'un peu plus large, dans lequel on va avoir une part et pour lequel on va jouer un rôle moteur. Mais effectivement, ce n'est pas faisable si on pense que c'est notre seul problème. Et là encore, si on regarde toujours les analyses qui sont faites de ce que c'est qu'un haut risque, vu par des cardiologues cette fois-ci, évidemment, c'est le syndrome coronaire aigu, donc là encore instable, la décompensation cardiaque aiguë, etc., les tachyarrhythmies non équilibrées. Donc, en fait, quand on parle de risque cardiovasculaire, on voit clairement deux approches différentes. Il y a, celui-là, il est vraiment à haut risque et c'est moi le cardiologue qui le regarde. Et puis, il y a l'autre qui est la vision de l'ESC, c'est que je ne veux pas avoir d'ennui cardiovasculaire. Mais d'accord, mais est-ce que pour autant, ça justifie de ne pas faire de la RAC? Je ne sais pas. Et évidemment, vous allez en plus avoir une considération vis-à-vis de l'acte que vous allez faire. C'est-à-dire que si on me dit qu'il faut faire de la RAC pour la cataracte, la réponse n'est peut-être pas évidente. Mais si on fait de la chirurgie thoracique, par exemple, la réponse le sera beaucoup plus. Alors, du point de vue cardiologique, le haut risque, effectivement, c'est partiellement ce que nous disent les recommandations de l'ESC, mais c'est une vision aussi de cardiologues qui regardent s'ils peuvent faire quelque chose. Donc, est-ce qu'il y a un syndrome coronarien aigu? Est-ce qu'on est en prévention secondaire parce que la cardiopathie a déjà parlé? Ou est-ce qu'on est en train de parler de quelqu'un qui a un risque ischémique, mais je ne suis pas encore allé le vérifier, je n'irai peut-être pas le vérifier, à voir. Et vous voyez que le très haut risque, évidemment, c'est la matérialisation d'un risque cardiovasculaire clinique avéré, qu'on a essayé de traiter plus ou moins bien, des patients diabétiques qui sont associés à des complications, des patients qui ont des diabètes de type 1 de longue durée, des insuffisants rénaux, etc. Et après, on tombe sur le patient à haut risque et pas à très haut risque. Donc là, c'est déjà plus proche de ce que nous dit l'ESC. Et pourtant, moi, ce que je me dis, c'est que je peux faire quelque chose pour les deux catégories de patients. Alors, c'est effectivement, quand on a vu la question qui nous était adressée, moi, je suis resté un tout petit peu interloqué parce que je me suis dit, quel est le problème du patient à haut risque cardiovasculaire? Mon problème, c'est pas de savoir si je vais faire de la RAC, mais c'est de savoir comment je vais faire. C'est comment je m'y prends. C'est ça qui m'inquiète tout particulièrement. Et évidemment, sinon, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire de RAC sur ces patients-là, puisqu'on en a proposé pour la chirurgie thoracique. Et généralement, c'est des gens qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire un petit peu élevés. Et puis, et surtout, avec Sophie, on a largement trempé dans de la RAC pour la chirurgie cardiaque. Alors, pour le coup, c'est plus du haut risque cardiovasculaire, c'est un risque cardiovasculaire qu'on va essayer de corriger de manière un petit peu désespérée. Alors je vous propose de regarder les étapes de ce que c'est que la RAC en chirurgie cardiaque et puis de me dire est-ce que je peux le faire pour des patients quand c'est une autre chirurgie? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Et alors, c'est quoi notre philosophie? Eh bien, on se dit, au départ, en préopératoire, je vais essayer d'évaluer le capital physiologique du patient et son capital sanguin. Et puis, à partir de là, je vais essayer de l'optimiser. Alors évidemment, si vous faites une chirurgie qui est relativement agressive, chez un sujet qui est fragile, dénutri, etc., si vous avez le temps, si la chirurgie n'est pas urgente, pourquoi ne pas essayer d'optimiser la réserve physiologique du patient et son capital sanguin? Je pense qu'il n'y a pas d'énormes risques. Et puis, on va le faire entrer dans notre procédure chirurgicale. Alors là, évidemment, on va être aux premières loges. On va essayer de limiter la dégradation du capital physiologique. On va devoir affronter une réduction du capital sanguin. Et qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va essayer de rétablir tout ça. Restaurer le capital sanguin, restaurer le capital physiologique pour que les gens, in fine, finissent par tirer le meilleur parti de cette affaire.
Alors, bon, chirurgie immédiate et chirurgie urgente, c'est pas le moment, bien évidemment. La chirurgie élective, c'est sûr, et la chirurgie pour laquelle il y a un chronomètre de déclencher, eh bien là, il faut trouver la bonne durée de préhabilitation pour savoir comment conduire les choses. Mais c'est peut-être faisable. Et alors, chez moi, on me disait, tu ne peux pas faire de réhabilitation prolongée chez un sujet qui a un cancer du côlon parce qu'il faut l'opérer le plus vite possible. Comme on n'a pas d'infirmière, on a largement les 3-4 semaines pour faire quelque chose. Hein. Mais peut-être que chez vous, c'est différent. Mais dans l'Est de la France, on a eu on paye un lourd tribut aux vagues Covid. Et donc, en fait, on a tout le temps qu'il faut si on veut inscrire les gens dans cette approche-là. Et c'est une approche luxueuse et de riche. On est bien d'accord. Alors, étape par étape. Informer et préhabiliter. Alors, évidemment, il y a beaucoup de publications. Hein, donc, moi, je n'arrive pas à tout lire. Peut-être que d'autres y arrivent. Donc, de temps en temps, je regarde effectivement les Cochrane. Le vrai problème dans toutes les études que l'on voit publier, c'est la difficulté à assurer le programme de préhabilitation. C'est-à-dire que vous voyez l'adhésion, 68%. Alors là, je vous dis aussi, il y a des biais. En Alsace, l'adhésion est excellente, mais nous avons l'habitude d'être un petit peu rigide. Hein. Donc, quand vous regardez la façon dont on fait, par exemple, de la ventilation pour l'apnée du sommeil, on explose les compteurs de temps d'application du masque. Ben là, c'est pareil. Quand on dit aux gens, vous allez aller marcher autour de la Robertso, ben ils y vont. Et ils sont très, très appliqués. Mais dans la littérature, notre vrai problème, c'est effectivement comment on va faire pour encadrer ces gens pour qu'ils suivent le programme de préhabilitation. Et alors, on a géré le problème de manière un petit peu différente. Ça n'est pas en anesthésie que ça va se passer, c'est en amont, le plus tôt possible, qu'on va venir intervenir, etc. Et en fait, ça veut dire qu'on doit coopérer avec les autres spécialités et que lorsqu'on estime qu'on va rentrer un patient vers une intervention chirurgicale, il faut tout de suite lui donner des informations sur un parcours parce qu'on doit enchaîner et tirer le meilleur profit possible de toute la période qui sépare la décision de l'intervention de sa réalisation. Alors, chez nous, évidemment, il y a une espèce de checklist de choses à démarrer. Et bien évidemment, ça n'attend pas du tout la consultation de chirurgie. Les gens vont arriver avec leur bilan biologique, on va prendre des décisions et tout le circuit est préparé parce que c'est essentiel. Si vous vous demandez est-ce que je vais trouver une place en centre de réadaptation, etc., c'est perdu. Par contre, si vous dites j'ai des places et voilà, je vais mettre les gens en rééducation ou en préhabilitation, là, vous avez une chance d'avoir quelque chose d'efficient. La RAC métabolique, bon, on se contente d'appliquer les recommandations de la SFAR. Ça vaut pour toutes les chirurgies. Donc, je ne vois pas très bien le problème du haut risque cardiovasculaire. Le tabac, évidemment, on a aussi une petite tendance à dire est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on s'occupe des cardiaques qui continuent à fumer? Donc, on essaie de pousser tout le monde vers l'arrêt du tabac. Et effectivement, c'est difficile, mais c'est possible. Et dans l'Est de la France, au prix où les Luxembourgeois vendent les cigarettes, croyez-moi, il faut se battre parce que c'est pas cher et il faut quand même les décourager. Mais c'est faisable. Ça concerne toutes les chirurgies. Donc cette étape de RAC, aucun problème. Le dépistage, la malnutrition, tous les sujets fragiles, beaucoup de sujets qui sont à haut risque cardiovasculaire, qui vont avoir des interventions lourdes de cancérologie, ou ils sont tous probablement dénutris. Donc on peut faire des scores de dénutrition et on peut mettre en place d'emblée un programme de nutrition. Et en particulier, alors là aussi vous allez dire on est riche mais on ne se pose pas de questions nous. Hein. Comme on a l'habitude de bien se nourrir, on a décidé que c'était nutrition pour tout le monde. Alors c'est peut-être un petit peu excessif, mais on a fait simple. Et on a fait une ordonnance toute bête, etc. Alors vous choisissez le produit que vous voulez, hein, mais tous les gens qui sont à risque cardiovasculaire, là-dedans, il y a une énorme proportion de gens qui ont une dénutrition associée. Donc pourquoi ne pas y aller?
ça n'est pas dangereux. Et en tous les cas, ça concerne bien sûr les chirurgies lourdes qui vont impacter la nutrition du patient. Toutes les chirurgies pour lesquelles il y a un enjeu sur la fonction ventilatoire. Où est le problème ? Ce n'est pas parce que je suis à haut risque cardiovasculaire que je vais me dispenser d'une préhabilitation respiratoire. Et là encore, d'emblée, le malade va être programmé, et bien immédiatement, il a une spirométrie incitative qui est mise en place, des recommandations, et on va le faire travailler. Et on va essayer de l'habituer, par exemple, à la VNI, parce qu'on se dit, si on en a besoin en post-opératoire, il ne va pas tomber dans un monde inconnu, etc. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est le patient à haut risque pour lequel il y a des chirurgies lourdes. On ne fera pas ça pour des chirurgies banales, mais c'est quelque chose qui peut être fait quelle que soit la chirurgie. Et il n'y a pas de risque lié à la présence d'une cardiopathie. Alors, pour ce qui est de la préhabilitation musculo-squelettique, est-ce que vous pensez qu'elle est contre-indiquée ? Je vous propose de lever la main pour que je me fasse une idée. Non, tout le monde pense qu'on peut faire une préhabilitation. Moi, je suis assez d'accord avec vous. La vraie question, c'est pourquoi et comment. Alors pourquoi ? Ici, vous voyez les scores, enfin les patients en fragilité, et vous voyez, donc c'est la courbe rouge, ceux pour lesquels il y a une préhabilitation. Vous faites exactement notre ambition, c'est-à-dire que vous essayez d'améliorer l'état physiologique préopératoire. Vous savez que vous allez le dégrader probablement un petit peu dans la période d'agression chirurgicale. Et ensuite, on continue. On essaie de relancer la machine. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, je ne sais pas moi, cette personne âgée, fragile, qui a un cancer du côlon, je la prépare sur le plan nutritionnel, je la prépare sur le plan physique, j'essaie de l'amener dans une condition optimisée, et derrière, je continue. Parce que ce que je veux, c'est que cette personne-là, elle soit améliorée, qu'elle tire profit de son intervention chirurgicale. Donc, aucun souci vis-à-vis de l'objectif. Et vous voyez ici, par exemple, quand on fait des comparaisons entre des gens qui ont été préhabilités et des gens de groupe contrôle fragile, en post-opératoire, on est mieux. Donc il n'y a aucun problème. Et dans beaucoup de chirurgies lourdes, alors évidemment, là-dedans, il n'y a pas que des malades à haut risque cardiovasculaire, on voit que la pratique d'un exercice, la préhabilitation ont permis d'améliorer les choses. Et là, la chirurgie d'anévrisme aortique, bien sûr, ils ont des niveaux de risque cardiovasculaire variables, mais ils sont tous à haut risque cardiovasculaire quand même. Ou alors là, je ne comprends pas. Si on regarde, par exemple, les contre-indications au reconditionnement à l'effort de la Société française de cardiologie, c'est l'angor instable. Effectivement, la personne qui a un angor d'effort, c'est pas évident de lui dire « je vais faire un effort de préhabilitation ». L'incidence cardiaque décompensée, là encore, si on est en cure de dobutamine, je pense qu'on va peut-être s'abstenir. Les troubles rythmiques ventriculaires complexes non contrôlés, d'accord, là aussi, ça pose un problème, surtout si c'est tachycardie ventriculaire à l'effort, évidemment que vous êtes gêné. Les hypertensions artérielles pulmonaires sévères, là encore, et même pour cela, de l'exercice de très faible intensité, c'est probablement quelque chose d'intéressant si vous êtes vraiment obligé de les opérer. Évidemment, Sophie nous l'a très bien dit, il y a des moments où il faut savoir si l'intervention chirurgicale est justifiée. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui a une hypertension artérielle pulmonaire avec une défaillance droite très avérée, etc., qui est sous trithérapie et que vous décidez de l'opérer, l'appréciation là devient très difficile. Mais si vous le faites, leur faire à faible charge un exercice n'est pas quelque chose d'impossible. Les épanchements péricardiques, évidemment. Alors, les antécédents de thrombophlébite, là, c'est des vieilles notions parce qu'on les mobilise assez vite maintenant. Et puis, on a un vrai problème sur les rétrécissements aortiques serrés symptomatiques. Et vous allez voir que chez nous, sur les RAC, on fait de la réhabilitation et donc c'est quelque chose de faisable. Le vrai problème pour moi, c'est comment ? C'est quoi la réhabilitation d'un sujet qui est à haut risque ? Eh bien, c'est une réhabilitation qui va essayer d'être sur le premier seuil ventilatoire. Vous connaissez tous le deuxième seuil ventilatoire, lactique. Non, là, on va se mettre sur le premier seuil ventilatoire. Donc, des charges faibles. Et vous allez mettre les gens sur des bicyclettes et vous allez leur faire travailler à charge faible.
Et puis, vous allez leur demander de compléter s'ils le peuvent. Par exemple, si ce n'est pas de la chirurgie locomotrice, vous allez leur demander de faire de la marche. Votre vrai problème, ça va être d'être capable de les amener relativement tôt, parce qu'il faut plusieurs semaines pour tirer un bénéfice. Il faut le faire plusieurs fois dans la semaine et sur des séquences qui sont des séquences un petit peu soutenues, d'une trentaine de minutes. Et puis, on associe à ça quelque chose qui peut être fait, mais chez tous les gens qui sont au risque cardiovasculaire, c'est du renforcement musculaire, en particulier aux membres sup, qui sont souvent très, très altérés, parce que les gens ont réduit leurs activités. Et là, on fait des exercices segmentaires, et il n'y a aucun problème. Même chez l'insuffisance cardiaque, faire un exercice segmentaire l'un après l'autre, à charge modérée, c'est tout à fait faisable. Et donc, vous voyez néanmoins que vous avez besoin de temps. C'est surtout ça, votre problème. C'est qu'il faut au minimum une vingtaine de séances pour observer un début de reconditionnement physique qui soit palpable et qui ait du sens. Donc, là encore, si vous ne vous êtes pas organisé pour pouvoir le faire dès que la décision est prise, vous risquez de ne pas avoir le temps nécessaire. Par contre, sur l'insuffisance cardiaque, ça ne pose pas de problème. Donc, grosso modo, vous voyez, sur les classes 3, on fait de l'autonomie à la marche, de l'électrostimulation, de la résistance douce segmentaire, du vélo avec des charges très peu élevées. Et sur les NYH2, NYHA2, on peut aller sur des exercices d'endurance plus classiques, par exemple de la rééducation en piscine, des choses comme ça. Et donc, vous êtes vraiment sur des recommandations qui sont des recommandations de la Société française de cardiologie, donc tout à fait faisable. Alors, évidemment, je reconnais que la littérature pointe du doigt le fait qu'on fait plein de choses dans la RAC et que c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui marche. Et puis, c'est très difficile, si vous vous dites « je veux un impact sur la morbidité et mortalité », vous voulez beaucoup de malades. Mais moi, je me dis que le confort et la récupération fonctionnelle sont aussi des enjeux relativement importants. Une patiente insuffisante cardiaque ou cardiopathe à qui vous faites une prothèse de hanche, vous avez un intérêt à ce qu'elle puisse, et qui a 70, 75 ans, il faut qu'elle puisse en profiter de cette prothèse de hanche, sinon ce n'est pas la peine. Et donc il faut faire de la réhabilitation cardiaque avec de la pré- et de la post-habilitation. Alors vous voyez ici sur des études qui portent, et il y en a énormément qui sortent en ce moment sur la préhabilitation dans la chirurgie abdominale lourde. Là encore, les choses sont positives. Et effectivement, vous allez proposer aux gens, éventuellement, s'ils sont vraiment très sévères, d'être sur des activités, même légères. Mais chaque gain, chaque remise en mouvement de la marche simple, de l'exercice de musculation segmentaire sera un bénéfice. Et donc, vous pouvez calculer à partir de l'évaluation de leur capacité physique le niveau de charge que vous allez leur imposer. Alors ici, vous avez un petit protocole de préhabilitation cardiovasculaire qui est assez banal, c'est-à-dire qu'on commence par les mettre sur une bicyclette avec du warm-up, c'est 5 à 10 minutes sans charge, donc c'est du 20-25 watts, pas plus. Et puis ensuite, vous allez vous caler. Alors idéalement, moi je pense que sur ceux qui sont très sévères, c'est sur le premier seuil ventilatoire. Donc c'est du 50, 60, 70 watts, pas plus. Vous n'allez pas chercher à en faire des marathoniens, vous allez chercher à les reconditionner tranquillement. Et puis, quand vous faites une récupération très lente, il faut baisser la charge, les laisser continuer un peu à pédaler. Et puis, vous allez compléter ça par des exercices à la maison. Vous leur dites des élastiques ou une petite charge comme ça. Et ils vont bosser un petit peu chez eux. Et vous allez avoir quelque chose de positif. Évidemment, dans la reco sur la chirurgie cardiaque, on a envisagé les facteurs de risque cardiovasculaire classiques, obésité, hypertension, diabète. Vous voyez qu'à chaque fois, aucune de ces pathologies n'est associée à une contre-indication à la préhabilitation cardio-musculaire.
quand on a des coronaropathies avérées, donc des sténoses sévères, puis vous avez décidé soit de vous les avez stentés, soit de vous êtes à 50% ou 55%, donc vous savez que vous avez déjà 2 stents sur une coronaire, le reste du réseau n'est pas très performant, etc. Eh bien, peut-être qu'on peut le faire, mais on va le faire dans un SSR qui est spécialisé dans la préhabilitation et où on va moduler la charge avec un ECG. Mais néanmoins, c'est faisable. Il n'y a aucun problème Enfin, il n'y a aucun problème. Il y a des problèmes de moyens, il y a des problèmes de temps, mais c'est quelque chose de tout à fait faisable. Sur les valvulopathies, qu'est-ce qu'on fait chez nous, hein? C'est pas compliqué. On fait des exercices à intensité faible pour les gens qui ont des ventricules gauches qui sont dilatés et déchus. Et puis sinon, on fait des exercices à intensité modérée et on parle d'une valvulopathie, on parle de racks serrés qui vont être opérés. Donc si on peut le faire avant une chirurgie cardiaque, je pense que c'est faisable pour des pathologies qui vont être des pathologies relativement agressives. Et c'est pareil pour la chirurgie aortique, il n'y a pas de contre-indication à ça en chirurgie aortique. La seule chose qu'on dit, c'est qu'il faut essayer d'éviter, vous savez, les exercices statiques, l'épaulé jeté, là, avec une compression, une augmentation de pression intrathoracique, ce n'est pas le truc le plus idéal. Donc, en pratique, quel que soit le risque cardiovasculaire, tout le monde peut avoir un exercice à intensité faible s'il n'a pas un syndrome coronarien instable, quoi, grosso modo. Et puis, s'il y a une fragilité surajoutée, eh bien, on le fait en SSR et on se cale sur une épreuve d'effort d'intensité modérée pour trouver le SSV1. Après, on va mettre en place notre chirurgie et on va se dire tout de suite, la sortie de chirurgie doit être anticipée parce que la RAC, c'est aussi la post-habilitation, la réhabilitation de ce patient. Et là encore, c'est un enjeu tout à fait important. Et on va arriver sur cette période préopératoire. Donc, comme Sophie l'a dit, c'est juste de la bonne pratique de faire la charge en carbohydrates et de prendre des consignes de jeûne adaptées. On fait des petites choses supplémentaires pour le bien du patient. La RAC, c'est aussi sa tête. Donc, on essaie de travailler sur le support psychologique. L'information les aide beaucoup. Ce qu'on fait aussi, c'est des petites vidéos qui peuvent aller pêcher sur Internet. Ils voient où ils vont aller, comment ça va se passer, etc. Donc, ils reconnaissent les endroits qu'ils ont vus. Et puis là, on s'amuse. On fait de l'hypnose associée à la musicothérapie et à de l'imagerie avec des casques du commerce. Vous voyez, on ne se complique pas la vie. Et vous voyez que l'anxiété des patients qui bénéficient de ces techniques est considérablement réduite. Et là encore, c'est pour nous des éléments de RAC qui peuvent être faits chez tout le monde. L'intervention, je suis d'accord avec Sophie, on va juste bien travailler. Donc on va essayer de faire une épargne morphinique, on va essayer de bien gérer la ventilation, on va faire de l'anesthésie loco-régionale, on va faire de la récupération sanguine, de la normothermie. Donc là, je pense qu'on n'a pas beaucoup de discussions à faire, il n'y a rien de bien particulier. Et puis après, on a une phase de post-habilitation. Et là, on est pour quelque chose qui ne lâche pas les patients dans la nature au prétexte qu'on se dit il n'y a pas eu de complications cardiovasculaires, il est sorti de la SSPI, il est sorti de la réanimation, ouf, c'est plus mon problème. Non, le programme, il intègre aussi cette phase-là. Et il y a une phase hospitalière. Et évidemment, il faut qu'ils déambulent le plus vite possible. Il faut les débarrasser de tout ce qu'on peut mettre comme drain, autres sondes urinaires, etc. Et puis derrière, il faut les diriger vers un programme de réhabilitation post-opératoire. Alors on en a en hôpital de jour, on en a en HAD, on en a à domicile, donc, mais c'est essentiel. Et puis on rajoute une petite couche, c'est l'entretien. C'est-à-dire que derrière, on essaie de faire en sorte, puisqu'on a fait beaucoup d'efforts de correction de facteurs de risque, on essaie de faire en sorte d'avoir un maintien et de travailler avec les cardiologues, les diététiciennes, etc., pour continuer les choses. Alors chez nous, par exemple, ça va vite. Alors vous allez vous adapter à toutes les chirurgies, mais le principe d'extuber rapidement les malades, l'ablation des drains, des cathéters et la déambulation, je ne vois pas où est le problème. La réhabilitation respiratoire, elle est possible pour tout le monde et elle est simple à faire. Donc chez nous,
À la 3e heure, ils sont en train de souffler dans une bouteille. Ils ont une charge de carbohydrates. Ils sont assis dans le lit. Ils prennent le petit déjeuner. Ils n'ont plus de drain au bout de 12 heures. Donc si on peut le faire pour de la chirurgie cardiaque, on doit pouvoir le faire pour les autres chirurgies. Et vous voyez qu'ils sont encore à l'hôpital. Ils sont déjà sur la bicyclette. Donc on va essayer de faire des choses, de consolider les résultats. Et effectivement, je ne cherche même pas à savoir si ça réduit les événements cardiovasculaires. Ce que je veux, moi, c'est qu'à la fin, à la sortie du patient, il ait été optimisé par l'acte de chirurgie. On ait essayé d'améliorer sa réserve physiologique préopératoire et on l'aide à reconstituer sa réserve physiologique, voire même à l'améliorer en post-opératoire. Et donc, on fait de la phase de convalescence active, précocement. Donc ici, vous voyez, on leur laisse un tout petit temps de récupération post-opératoire et on démarre. Et vous voyez que le seul problème qu'on va avoir ici, c'est qu'à la différence de ce que j'ai l'habitude de connaître, on n'a pas corrigé la cardiopathie. Elle est toujours là. Hein. Moi, j'ai le bonheur de me dire... il était coronarien au départ et il ne l'est plus à l'arrivée, enfin on espère. Il avait un rack serré et on espère qu'on lui a changé la bonne valve, qu'on ne s'est pas trompé, donc évidemment. Là, la particularité, c'est que vous êtes confronté à un patient qui a une cardiopathie, qu'on considère que cette cardiopathie n'est pas à traiter en priorité, que c'est l'intervention chirurgicale que vous voulez faire qui doit passer en premier. Et donc, quand vous vous retrouvez en réhabilitation post-opératoire, c'est les mêmes principes que le préopératoire, c'est-à-dire des charges faibles, parce que la cardiopathie, elle est toujours là. Et là, vous êtes un petit peu plus gêné que ce qu'on pourrait connaître dans la réhabilitation cardiovasculaire classique, parce que vous avez toujours le risque cardiovasculaire. Voilà. Le PBM, je pense que là aussi, ça fait partie intégrante de la RAC. Je pense qu'on peut le faire tous. On est assez convaincus, j'espère, qu'il y a des complications liées à la transfusion, et que celles-ci sont loin d'être désirables, qu'on doit gérer ça en préopératoire, en péropératoire comme en post-opératoire. Alors, je ne vais pas passer trop de temps sur les recommandations sur la gestion des médicaments, mais j'ai fait comme Sophie. Alors, on a nos recommandations du JIHP, il y a celles de la Société européenne. Parfois, il y a des petits conflits, mais ça s'ajuste. Grosso modo, en tous les cas, on a les outils. Donc, ce n'est pas différent de ce qu'on fait d'habitude en cardiovasculaire, quel que soit le médicament, que ce soit un antiagrégant ou que ce soit un anticoagulant. Mais ça doit se gérer parce qu'évidemment, le PBM fait partie intégrante de la RAC et il faut essayer de limiter la perte sanguine. Alors, on fait de l'administration de fer, éventuellement de PO. Et là encore, on a un bilan. Alors, chez nous, le bilan, il est fait par le chirurgien tout de suite. Et la prise en charge, elle n'attend pas la consultation d'anesthésie. On s'est mis d'accord. On a monté des circuits qui dépassent de loin. Le seul problème de l'anesthésie-réanimation, c'est impossible à faire si vous attendez de les voir à la consulte. Vous n'aurez jamais le temps nécessaire pour obtenir l'effet de vos traitements. Donc, à chaque fois, tout doit être anticipé et calé et ne pas être dépendant de la date d'un rendez-vous, de consultation, etc. Mais ces recommandations, elles viennent de sortir de l'HAS. Donc, c'est du copier-coller. Vous les trouverez très facilement. Et puis, évidemment, on rajoute de l'EPO. Alors là, on a un vrai bonheur. Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas le droit de faire de l'EPO en dehors de l'orthopédie, évidemment. Et maintenant, l'HAS dit il n'y a pas d'AMM, mais vous avez le droit. Donc, on va pouvoir faire de l'EPO et on va même pouvoir faire du fer en hospitalisation à domicile. Donc, ça s'assouplit. Du coup, ça devient possible. Et ça devient possible pour toutes les chirurgies hémorragiques si vous avez le délai nécessaire pour le faire. Réduire le saignement post-opératoire, vous savez ça mieux que moi, l'acide tranexamique, les moyens chirurgicaux, voilà, c'est applicable. Je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Et en post-opératoire, il y a une petite nouveauté, c'est qu'on nous invite à faire du fer et de l'EPO en réanimation, du fer en post-opératoire chez les gens qui ont eu une perte sanguine relativement importante. Donc là encore, quel que soit le risque cardiovasculaire, c'est tout à fait faisable. Pour les seuils transfusionnels, là encore, on nous dit soyez restrictifs. Mais moi, j'attire votre attention sur le fait que c'est très joli de faire sortir un malade à 9 grammes d'hémoglobine après une chirurgie lourde. Très bien. Mais ça ne s'arrête pas là. Derrière,
j'essaie de reconstituer son capital, parce que si je veux le mettre en réhabilitation, c'est peut-être plus facile de faire le programme de réentraînement à l'effort quand on a 11 grammes, 12 grammes, que lorsqu'on a 9 grammes. Donc, on continue. Ce n'est pas parce que l'intervention s'est bien passée et on continue à insister sur l'apport en fer, etc. Donc voilà, j'espère, on a la même diapo de fin qu'on a piqué sur la même recommandation. Et donc, comme on avait le droit de le faire, puisque c'était la nôtre, je pense que j'espère vous avoir convaincu que si je peux le faire pour un malade de chirurgie cardiaque, je dois pouvoir le faire pour un malade à risque cardiovasculaire, quelle que soit la chirurgie. Je vous remercie pour votre attention et je ne résiste pas quand même au plaisir d'envoyer ma petite fleur à ma contradictrice en réponse à ces coups assez violents qui m'ont déstabilisé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. En attendant qu'il y ait des questions dans la salle, Sophie, tu peux peut-être nous rejoindre ici pour répondre aux questions. Des petites questions flash. Que penser des biomarqueurs, la troponine ultrasensible ou le BNP en préopératoire ou en post-opératoire pour essayer d'évaluer facilement un patient sur son risque cardiovasculaire et essayer en post-opératoire de l'aiguiller sur soit une phase sécure, soit une phase où il conviendrait de surveiller de façon plus prolongée un patient de façon scopée. Alors la troponine, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment ça vous informe sur le risque du malade ? Je vous retourne un peu la question. Il n'y a pas de controverse avec les modérateurs, normalement. Voilà. Non, mais donc en tous les cas, non. Alors je vais le dire carrément, nous on le fait pas. Les peptides natriurétiques, alors vous savez, c'est ma thèse de science en 1988, je ne vous raconte pas. Donc c'est une question qu'on a beaucoup travaillé. Si vous avez stabilisé votre insuffisance cardiaque, vous savez qu'il est insuffisant cardiaque, vous savez que le risque existe, vous pouvez faire le dosage, mais est-ce que ça va changer votre conduite à tenir ? Moi, je vous dis que je peux faire de la préhabilitation à l'effort chez l'insuffisant cardiaque et que mon problème, c'est d'évaluer la charge que je vais mettre. Et ça, je le fais avec une épreuve d'effort, avec une VO2, et j'essaie d'être sur le premier niveau de seuil ventilatoire ou légèrement en dessous. Et les peptides natriurétiques ne m'apportent pas grand-chose. Alors évidemment, c'est intéressant quand on est en train de faire le diagnostic, etc. Mais là, je me suis placé dans une situation où vous considérez que le risque cardiovasculaire, il est avéré. Vous le connaissez. Et donc, après, l'autre élément, si vous voulez, qui est intéressant, c'est que, par exemple, si vous discutez de l'introduction de bêta-bloquants, c'est toujours quelque chose d'intéressant et que vous le faites. Peu de gens le savent, mais quand vous mettez des bêta-bloquants, vous déréprimez le gène du BNP. Et le BNP monte. Et donc, vous pouvez avoir un renseignement sur votre BNP, sur sa valeur pour dire il est insuffisant cardiaque, je mets le traitement. Mais une fois que vous mettez le traitement, sur le court terme, vous ne pouvez pas vous servir du marqueur, par exemple. Donc, si vous savez un petit peu comment ça marche, vous voyez que dans cette situation-là, si vous considérez qu'il n'y a pas d'indication à faire passer une correction de cardiopathie ou de possibilité de corriger la cardiopathie avant la chirurgie, je pense que ces facteurs servent pour apprécier le niveau de stabilité du malade, en même temps que l'interrogatoire. Alors évidemment, là, la contre-indication qu'on reconnaît, c'est l'insuffisance cardiaque en poussée, instable. Là, vous êtes dans une situation où vous dites, vous matérialisez la poussée, vous matérialisez que vous ne pouvez pas, parce que la priorité ne devient plus la chirurgie, mais devient la stabilisation d'abord de la cardiopathie. En tous les cas, c'est comme ça que moi, je le ressens. Maintenant, vous avez peut-être des perceptions différentes, mais pour moi, ce n'est pas un gris-gris, quoi. C'est très bien pour suivre, par exemple, l'évolution au long cours d'une cardiopathie dont on ne change pas le traitement, de se dire, tiens, ça monte, etc. Ça veut dire que vous entrez dans une stratification de la gravité peut-être un peu plus élevée. Mais nous, si on a un consensus avec les cardiologues, les chirurgiens, pour dire il y a une intervention chirurgicale à faire, elle prime le traitement de la cardiopathie ou
la cardiopathie a été stabilisée. Pour moi, je ne suis pas vraiment convaincu par le Oui, fait mais de Paul, les faire. Oui, si tu as un BNP à 3000 en Oui. préopératoire, Oui. la cardiopathie n'est pas stabilisée. Non, mais Donc si elle il est- faut optimiser le traitement de fond. Oui, alors C'est- pour qu'une c'est pour ça que pour j'avais derrière. percevoir, enfin, je vous le dis, pour percevoir qu'une cardiopathie n'est pas optimisée, j'ai rarement attendu le BNP, quoi. Mais je vous le dis tel que, et pourtant j'ai fait la moitié de ma carrière sur le marqueur des peptides, etc. Et autant je crois que ces éléments-là sont intéressants quand on a des doutes. Ils sont intéressants pour suivre un certain nombre d'évolutions de cardiopathie, etc. Mais quand une insuffisance cardiaque est très déstabilisée, et on en a tout le temps, enfin, tous ceux qui font du cardiovasculaire, ils les connaissent, tous les chirurgiens, la BM, tout le monde me demande des BNP pour juger, par exemple, oui, si le BNP est très élevé, il monte de priorité pour la transplantation cardiaque. Ok, d'accord. Pas de problème. Mais cliniquement, on savait déjà qu'ils étaient mal. Et à la fin, on finit par tricher, non? Personne ne triche. Ah, bon, pardon. Voilà. Pour pouvoir avoir des points, quoi. Ce sont des marqueurs utiles. Hein. Je ne suis pas en train de les descendre, mais je pense qu'il faut savoir comment on veut s'en servir, pourquoi on veut s'en servir. Donc le message, c'est de ne pas aller sur l'utilisation des biomarqueurs en préopératoire pour évaluer les patients dans cette filière de soins-là. Le message, c'est que ce n'est pas sur ça que je vais contre-indiquer une RAC. Primum clinicum. Oui. Oui, ce serait plutôt ça. Oui. Après, si on vous dit de faire les marqueurs, vous les faites. Mais quels que soient les marqueurs, votre malade, si vous allez l'opérer et qu'il est déconditionné et que cliniquement, sur une épreuve d'effort, vous montrez que vous pouvez lui mettre une charge de 75 watts pendant 30 minutes sans dommage, je le fais même si les marqueurs sont... Même s'il a une insuffisance cardiaque qui est en train d'évoluer et de se majorer. Je vais quand même le faire. Mais évidemment, je vais le faire dans un centre de réadaptation où il y a quelqu'un qui regarde. Hein, on ne va pas le faire n'importe où. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Bonjour. Oui. Moi, je travaille en chirurgie viscérale à Chambéry. Je fais que du post-opératoire. Et je trouvais que les troponines BNP en préopératoire, c'était intéressant plutôt pour manager le post-opératoire comme valeur de référence, un peu comme sur un équipe de la pathologie au long cours, mais sur un timing plus court, pré-post-op, sans forcément adapter en préopératoire. J'ai aucun souci avec ça. Si vous me dites, je fais une troponine et un BNP de base parce que mon malade, tout d'un coup, je le trouve un peu instable, je veux savoir s'il a une nécrose et je veux avoir un taux de base, etc. Ça me va. Mais si vous me dites que c'est ça qui vous guide la décision de faire de la préhabilitation, Non. la réponse est non. Quoi. Non. Donc Moi, je m'en il y a sers bien post-op. une place, mais ça dépend de quoi on parle. Moi, je me suis placé dans une situation où... Mais c'était pour dire que je trouve une utilité Oui, pour le post-op. bien sûr, aucun problème. Hein, c'est... Bonjour. Je me posais une question, c'est plus un commentaire. Est-ce qu'au final, cette dichotomie de pré-opératoire, réhabilitation, préhabilitation, post-habilitation n'est pas désuète de nos jours? Parce qu'en fait, on se retrouve à faire du coaching de vie qui prend l'excuse de l'opération pour changer les habitudes des gens, pour les remettre à la marche, pour les remettre au sport, pour les pousser à se poser des questions sur leur façon de vivre tous les jours, en prenant l'excuse de ils vont se faire opérer. Est-ce qu'au final, on n'est pas plutôt en coordinateur de ce parcours de vie plus que... Alors, je vais vous dire pourquoi je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Et je pense qu'on est assez complémentaires avec le topo de Sophie. Si la question est ce qu'on parle de ce que nous on fait, il n'y a pas de sujet. Il faut faire de la bonne médecine, de la bonne anesthésie-réanimation. Et ça, ce n'est pas de la RAC, pour moi. Par contre, si vous voulez faire de la RAC, il vous faut des kinésithérapeutes avec des gens qui savent gérer un insuffisant cardiaque sur un vélo. Il vous faut planifier des rendez-vous pour le faire. Il vous faut planifier le circuit de PBM. Il vous faut planifier des places en ambulatoire ou en séjour de réadaptation, etc. En plus de l'hygiène. Et l'hygiène, comme vous le dites, c'est ce que j'ai appelé la consolidation. C'est-à-dire, je suis sorti de mon programme de RAC et je continue en leur disant ne reprenez pas le tabac, continuez à faire attention à votre insuline, etc. En revanche, le concept de RAC,
c'est typiquement, c'est de la provocation peut-être, c'est de la médecine de riche, c'est-à-dire qu'on dit aux gens, si vous voulez qu'on fasse de la chirurgie de prothèse de hanche et l'insuffisance cardiaque, qu'on enlève des cancers à des gens, et si vous voulez qu'il y ait un bénéfice réel pour les gens, pas seulement en réduisant le risque cardiovasculaire, mais en leur permettant de bien profiter des mois ou des années de vie gagnées. À ce moment-là, le résultat optimal, c'est de les préparer à l'intervention et de ne pas les laisser tomber après l'intervention, de s'en occuper. C'est tout. Alors effectivement, tout est vrai. Une partie de ce que vous dites est dedans. Hein. C'est-à-dire que si vous faites tout ça et puis qu'ils vont se chercher un paquet de gauloises derrière, ça ne va pas aller, quoi. C'est un peu dommage. Et encore, j'en sais rien, quoi. Mais peut-être que c'est bien. Hein, mais voilà. Et donc, après, pourquoi on fait ça? Et nous, on a maintenant une série. Alors, je ne pouvais pas vous montrer les données parce qu'elles sont en cours de reviewing, mais on a 2 groupes de 3000 malades où on regarde ce qui se passe. Avec ce programme, notre taux d'infection post-opératoire est réduit de 40%. On réduit notre transfusion de 30%. Notre mortalité, elle n'était pas haute. Alors, évidemment, vous allez dire, vous passez de 5 à 4-8, vous ne savez pas si c'est quelque chose ou pas, mais le confort de vie des malades, leur évaluation sur leur niveau de performance, le profit qu'ils tirent est meilleur. Mais alors, effectivement, c'est une débauche d'énergie. Alors nous, on a réglé le problème des infirmières de RAC, parce qu'on a plein d'infirmières qui sont handicapées, qui ne peuvent pas exercer en infirmière. Alors c'est celles-là qu'on a mis, parce qu'elles étaient payées à rien faire. Non, mais c'est vrai, hein, elles sont payées à rien faire. Elles ont une contre-indication. On ne peut pas tous les mettre au DIM. Parce que même le DIM, à la fin, n'arrive plus à leur trouver des trucs à compter. Hein. Et donc, on les a recyclées en infirmières de RAC. Et elles retrouvent un sentiment d'utilité et elles nous aident. Et vous savez, le malade de chirurgie cardiaque qui vient d'être opéré, qui est dans son lit, elles vont le chercher, elles lui font un sourire, elles l'emmènent à la salle sur la bicyclette, etc. C'est juste dingue, mais ça augmente l'acceptabilité du programme, etc. Donc on bricole comme ça. Voilà. Par contre, des infirmières, des vraies, pour faire les pansements, on n'en a pas. Hein. On est comme tout le monde. Hein. Bonjour, moi je travaille à Marseille, Laurent Zileskiewicz. J'ai une remarque. Est-ce que le message là, sur la préhabilitation, le conditionnement à l'effort, comme quoi ça marche à partir de 20 séances, est-ce qu'il ne faut quand même pas dire que même si on peut en faire que 5 ou 10, il faut quand même le faire déjà, premier point? Alors, sans doute, parce que peut-être que si vous voulez emmener les gens vers de la réhabilitation, les faire démarrer même un petit peu avant, c'est pas inutile. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'était des protocoles faisables pour des malades qui ont un RAC serré, par exemple, ou un angor qu'on va ponter, et vous dire, bon, avec une vingtaine de séances, vous avez un impact que vous pouvez mesurer. Mais effectivement, il y a des gens, par exemple, qui vous disent faire du fer et de l'EPO la veille de l'intervention, c'est bien. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est ce que nous, on a pu faire qui montrait un impact significatif, enfin mesurable, quoi. Mais oui. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que, je ne sais pas, si je vais à la piscine 20 fois, c'est peut-être à la 20e fois que je vais augmenter mes temps, mais peut-être qu'à la 10e fois, j'ai déjà augmenté mes capacités. Il ne faudrait pas que ce soit... C'est sûr. Alors évidemment, je ne voudrais pas avoir fait d'impair. Hein. Quand on parle de rééducation en piscine, c'est pas je vais faire nager les gens. Hein. C'est parce qu'effectivement, le cardiovasculaire à haut risque que j'enverrai tous les 3 jours à la piscine avec un RAC... Et non, mais vous avez raison. C'est-à-dire que ce qu'on essaie de faire, c'est complètement de leur dire marchez, faites un petit peu d'effort déjà parce que ça gagne, et puis faire un maximum de temps, mais si c'est 15 jours, c'est 15 jours. Hein, vous avez complètement raison. Et deuxième chose, nous, on fait marcher en salle de réveil après chirurgie majeure, comme on essaie de faire ça pour tout le monde. Maintenant, il y a une kiné qui le fait. C'est vrai qu'on n'a jamais... C'est systématique, en fait, et on n'a jamais fait attention à l'angor et à ça. Et pour la marche en SSPI, en plus, on leur crie un peu dessus, go, go.
Et bon, il n'y a pas eu jusqu'à présent, retour d'expérience, il n'y a pas eu d'infarctus en salle de réveil. Oui. C'est simplement que si jamais vous vous dites, vous savez, ça peut arriver, j'ai un RAC qui est relativement serré, mais j'ai un cancer digestif et on vous dit il faut faire le cancer digestif le plus vite possible. Aujourd'hui, la discussion, ça va être je fais Atavi et je vais à la chirurgie digestive. Et si vous êtes dans un centre où vous faites pas de TAVI et vous dites je veux pas lui mettre une valve, etc., vous allez faire ça. Et là, c'est là où vous avez intérêt à calibrer un peu l'effort, quoi. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est faisable, mais effectivement, il faut de la prudence. Et c'est là où les cardiologues nous ont bien montré qu'ils calculaient le seuil ischémique à l'effort et on reste en dessous. Le RAC qui fait syncope sur syncope, on est cuit, quoi. On peut rien faire, quoi. Oui, voilà. Le problème, c'est des fois la systématisation d'un protocole fait que quand ça devient c'est le problème de la RAC. Des fois, ça vient dans les pratiques courantes et on individualise peut-être plus assez. Mais il y en a quelques-uns pour lesquels il faut être un petit peu attentif, c'est-à-dire mettre un tag en disant celui-là, faut peut-être un peu moins, il faut l'encourager sans trop le. Parce que c'est vrai, nous on a des kinés très toniques et la cardiopathie étant corrigée, ça passe, quoi. Mais si la cardiopathie est toujours là, c'est... Oui, ça marche. Oui. Bonjour, Dr Oufani, je suis à la clinique Turin sur Paris. Ce qui m'a gêné dans vos deux topos, aussi bien l'un que l'autre, vous êtes a priori des anesthésistes de chirurgie cardiaque, ce qui est un peu dommage qu'on n'ait pas un anesthésiste d'une autre chirurgie, de la chirurgie lourde, Laurent est là. digestive, mais en tout cas 2 anesthésistes de chirurgie cardiaque. Donc je trouve que vos deux topos sont assez orientés sur de la chirurgie très lourde. La vie de tous les jours, moi qui suis dans un établissement privé, c'est la cancérologie digestive, urologique et du vasculaire lourd. D'accord ? Ce qui intéresse les patients, moi ça fait 25 ans que je fais de l'anesthésie. Au début, tout ce qui était technique et tout, je trouvais que c'était très intéressant et tout. Maintenant, ce qui m'intéresse dans mon boulot, c'est que les patients à la fin soient contents. Ce qu'ils veulent, c'est rentrer vite chez eux et reprendre le boulot. On a une population en cancérologie qui est de plus en plus jeune. Vous avez des gens, des cancers de la prostate, 50 ans, 55 ans, beaucoup de cancers du rein, beaucoup de cancers digestifs. C'est des gens jeunes. Ce qu'ils veulent, c'est rentrer chez eux et bosser. Donc, ce qui est intéressant, moi, le but de la RAC, c'est quoi ? Je rentre chez moi. J'ai trouvé que votre exemple était très mal choisi, votre exemple de cholecystectomie, puisque vous choisissez une chirurgie qui se fait normalement en ambulatoire. La patiente, elle aurait dû être chez elle, elle n'aurait pas dû yoyoter, ou voilà, elle aurait dû être chez elle et tout se serait bien passé. Non, mais c'est parce que on m'a demandé de prendre le parti contre. Oui, non, mais voilà. J'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai pas trouvé que c'était le meilleur exemple, parce que pour moi, ça, c'est une chirurgie qui aurait dû faire en début de programme en ambulatoire. Elle aurait été chez elle, elle était autonome avant, et il n'y a aucune raison qu'elle ne le soit pas 72 ans chez elle. Pour l'instant, c'est jeune. Donc, moi, et aussi, il faut faire une différence entre la chirurgie fonctionnelle, qui est la chirurgie orthopédique, qui est à part, où je trouve que la RAC est très évidente. Sur la chirurgie cancérologique, les gens, ils veulent qu'on leur enlève le cancer rapidement. Et ce que je vous ai dit, ils veulent rentrer chez eux, être auprès des leurs, commencer leur chimio rapidement, leur radiothérapie rapidement, et ils veulent rebosser rapidement, même en faisant des chimios et des radiothérapies. Donc, moi, j'aimerais bien que vous me parliez un peu de cet aspect-là, où, en gros, ce qu'on veut, c'est être chez soi, quoi. Donc, juste pour vous répondre très clairement. Alors, je ne voudrais pas que vous mépreniez. Moi, je travaille dans un service qui fait de la chirurgie cardiaque, de la chirurgie digestive et urologique. Donc, on partage les mêmes malades et nous faisons de la RAC chez les gens en chirurgie urologique et en chirurgie digestive sur les mêmes principes et nous avons un taux de cardiopathe relativement élevé. Et notre discussion, donc je rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire que moi, je ne me considère pas comme purement restreint à l'anesthésie de chirurgie cardiaque. Et notre discours à nous, c'est effectivement... ce patient a un risque cardiovasculaire, il est curable, pas curable, on doit le faire avant ou après. Et effectivement, par exemple, sur la chirurgie cancérologique, notre souci, c'est de ramener les malades très très vite à la maison. Et ça ne veut pas dire je ne les préhabilite pas sur le plan nutritionnel, sur le plan de l'effort, etc. Et évidemment, si vous avez un sujet jeune qui n'a aucun déconditionnement à l'effort et qui est parfaitement adapté,
il n'y a pas de programme. Mais moi, la cancérologie digestive que nous, on a, les gens, ils ne sont pas nécessairement bien nutris et en forme. Alors, évidemment, c'est peut-être un biais de recrutement. Et donc, on a un intérêt à faire de la préhabilitation et de la réhabilitation post-opératoire. Et on va très, très vite. On fait de la préparation en ambulatoire, ils sont à la maison. On ne les met pas dans un service hospitalier, etc. Et le post-opératoire, ils le font aussi en HAD, c'est-à-dire en ambulatoire. Mais évidemment, vous avez des malades qui n'ont pas de pathologie d'effort, qui n'ont pas de dénutrition, etc. Sauf que ce n'est pas les malades-là dont on nous a demandé de regarder le parcours aujourd'hui. Et ceux-là, effectivement, il n'y a aucune raison de prendre les 3 semaines. Prendre 3 semaines pour préhabiliter quelqu'un, ça veut dire que vous pensez qu'il va en tirer un avantage. Et s'il n'a pas de déconditionnement physiologique, ce n'est pas utile. Et là, peut-être c'est là où Marco a raison. Dans ce cas-là, quel est cet avantage pour ces personnes âgées? C'est quoi? Le principe, c'est qu'ils rentrent à leur domicile, puisque vous avez parlé de mortalité à 30 jours, à 90 jours, à 1 an. Les patients, ils sont... Le maximum, c'est des séjours de 8 jours. Et encore, pour des longs séjours, même pour des chirurgies qui sont un petit peu lourdes. Donc, qu'est-ce que vous allez... Nous partageons la même préoccupation. Voilà. Chez moi, par exemple, un malade qui a un pontage orthocoronarien, à G6, il est à la maison. Voilà. Donc, un malade qui a une cholécystectomie, il est en ambulatoire, sauf cas exceptionnel. Donc, il n'y a pas de problème. Un malade qui a un cancer digestif, on essaie de le rentrer à la maison très, très vite, comme vous. Mais simplement, parfois, on se dit... s'il est très dénutri, très déconditionné, on essaie de lui faire en plus une préparation nutritionnelle et physique. Alors évidemment, après, vous vous dites aussi, vous avez l'exact problème que vous définissiez très bien, c'est quel temps on se donne. Et je crois que ça rejoint la question qui était posée tout à l'heure, de dire, mais peut-être qu'une semaine, ça suffit, ou je ne sais pas quoi. Je ne connais pas vos délais opératoires. Mais nous, effectivement, ces programmes sont proposés aux gens qui sont à haut risque parce qu'ils ont un déconditionnement, etc., dans la mesure où le cancérologue, le chirurgien, considèrent que ça vaut la peine de les préhabiliter. Et ça se discute. On a toujours maintenant un mois, parce que le temps qu'ils fassent tout le bilan, on a le temps. Et on le fait à domicile, et ça ne justifie pas un séjour hospitalier. Au contraire, on essaie d'accélérer les sorties. Oui, c'est ce qui est intéressant, c'est ce que je voulais que vous insistiez un peu sur le côté, un peu le retour à domicile, qui est pour les patients la chose la plus importante. Je l'ai peut-être mal dit, mais c'est ça que j'essayais de vous dire en vous disant qu'on faisait de l'HAD. Ouais. Okay. Énormément. D'accord. Excusez-moi si je n'ai pas été clair. Je vous remercie. Merci à l'ensemble de la salle d'avoir participé à ce débat qui est visiblement très actif. Je suis assez d'accord avec nos derniers intervenants. C'est vrai que vous avez tous défendu faisabilité versus moyen versus pertinence. Il y a quand même tout un débat. Et c'est vrai que c'est très transposé de la chirurgie cardiaque vers les autres chirurgies où malheureusement on ne dispose pas toujours de tout le plateau nécessaire. En tout cas, ça nous fait un petit peu rêver. Mais merci à vous tous. Merci aux 2 orateurs.